Eh bien le bonjour chers auditeurs, il y a ceux qui dorment peu et s'en vantent et d'autres qui dorment mal et s'en inquiètent. Mais au-delà du nombre d'heures, c'est le rythme qui fait la santé. Ce rythme s'inscrit en nous depuis les âges premiers. Il s'appelle le rythme circadien, une horloge biologique subtile qui régule le sommeil, l'éveil, la température du corps, l'humeur, l'appétit et jusqu'à notre capacité à affronter le stress. Dans une époque où l'on vit souvent à contre-temps de soi-même, où la lumière artificielle repousse le coucher, où les urgences du travail bousculent nos besoins fondamentaux, il devient important de se poser la question comment se réaccorder avec ses propres cycles. Ça va être notre sujet du jour. Et si vous avez des avis, des questions ou des témoignages à faire entendre, n'hésitez pas à prendre contact avec nous de 10h à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous débutons notre émission avec notre invité Dina Hello. On peut présenter comme coach holistique. Holistique, ça regroupe un certain nombre de choses, très très diverses. Et il est une thématique assez inédite que nous avons programmée ce matin, que nous avons déjà entamée avec notre invité, mais on va se rattraper puisque nous avons le temps. Nous avons 2 heures d'émission. Et bien entendu, je présente le sujet très rapidement pour ceux qui se joignent à nous. Nous parlons du rythme circadien. C'est quelque chose qui apparaît dans la littérature scientifique, mais quelque chose qui est connu dans les sagesses ancestrales, dans les religions, mais qui consiste simplement à être plus sensible à un certain ordre, à un certain rythme dans sa vie. La science, effectivement, aujourd'hui, avec d'autres termes, préconise un certain nombre de choses, de pratiques ou même d'habitudes qu'on va essayer de renseigner. Alors, s'aligner avec le rythme circadien peut prévenir un certain nombre de difficultés, de stress et éviter parfois ce qu'on appelle les burn-out ou le surengagement qui crée un déséquilibre dans l'existence. Mais on va commencer par des propos d'introduction, même de définition, le rythme circadien, pour ceux qui sont étrangers à cette locution. Dina Hello, bonjour. Bonjour Badel, ravi de te retrouver. Le rythme circadien, c'est l'alignement de notre physiologie aux 24 heures, et pas seulement aux 24 heures, c'est-à-dire à la journée, mais aussi il y a un rythme circadien dans les saisons, et il y a un rythme circadien physiologique. Donc c'est pour ça par exemple que c'est ce que tu appelles la magie blanche. Oui. C'est l'alignement naturel de tout ce qui est, comme j'aime le dire, fait par Dieu. God's made. Tout ce qui est créé par Dieu a un rythme, a un cycle qui respecte la nature. Donc, que ce soit les plantes, les arbres, les fleurs, les animaux, tout ce qu'on mange aussi. Et donc, en l'occurrence, nous qui sommes créés par Dieu, nous avons un rythme, nous avons une physiologie qui se doit respecter ce rythme en accord avec notre environnement et en accord avec la nature, et en l'occurrence l'univers dans lequel nous vivons. J'entends un terme, s'accorder. Bon, c'est s'aligner, c'est entrer en résonance, s'accorder avec les rythmes. Mais quand on dit rythme circadien, ça consiste à s'accorder avec quoi ? Respecter un certain nombre de cycles, de mouvements qui sont en soi, mais auxquels on peut ne pas être sensible de prime abord. Alors, qu'est-ce que nous dit la science sur la définition du rythme circadien, précisément, c'est-à-dire que sont ces cycles qui sont agissants en nous et pour lesquels il s'agit de développer une certaine sensibilité. Alors je vais t'arrêter au lieu de dire développer, nous sommes sensibles, nous sommes normalement alignés, accordés à ce rythme circadien. C'est notre mode de vie qui nous a désalignés, qui nous a mis en dissonance avec ce rythme naturel que les animaux respectent, que les plantes respectent. Enfin, si on les laisse respecter, parce qu'aujourd'hui l'homme intervient dans tout. On voit bien qu'aujourd'hui nous avons certains légumes, certains fruits qui sont là toute l'année alors que ça ne devrait pas l'être. Donc il y a ce cycle que notre corps a besoin de suivre. Donc on va revenir à l'homme.
que notre corps a besoin de suivre. Et moi, j'appelle le compas de l'homme doit être son corps. Sauf qu'on ne l'écoute pas. On l'écoute de moins en moins parce qu'on a un mode de vie, on se donne des obligations, on se force à faire certaines choses. Et comme on le dit, oui. Le mental prend très souvent le dessus sur le corps et la physiologie. Et après, il y a dissonance, stress, maladie, etc. Mais pour revenir au cycle circadien, c'est-à-dire à ce rythme naturel, le premier qu'on doit respecter, c'est celui du sommeil. Et on le sait, naturellement, le corps, lorsqu'il est équilibré, la mélatonine commence à se sécréter dès qu'il fait nuit. Or, qu'est-ce qu'on fait ? Les écrans. Les écrans, c'est une lumière bleue qui n'est pas naturelle, donc elle bloque la sécrétion de la mélatonine. Ça, c'est une des petites raisons, on va dire, des problèmes que nous avons, parce que le sommeil est le critère numéro 1 pour notre santé. Oui, bon, le sommeil est perturbé depuis 2 siècles, l'invention de la lumière, on prolonge, bien entendu, on perd, contrairement à ce qu'on imagine, les heures de sommeil à l'échelle planétaire par rapport à seulement il y a un siècle. Donc, et même il y a un siècle par rapport au siècle précédent. Mais quand on observe les raisons pour lesquelles on souhaite prolonger disons l'éveil pendant la nuit, c'est pour des raisons très simples. Nos heures sont grignotées et par nécessité, le temps disponible à soi-même, effectivement, le prolonge la nuit. Et quand on a des journées qui nous échappent, parce qu'on peut y voir des injonctions, l'obligation de rentrer dans un cadre, et c'est un temps qu'on estime qui n'est pas à soi, et le temps à soi, on le grignote plus tard dans la nuit. Absolument. Et puis les nuisances visuelles, donc les écrans et sonores, vont énormément affecter notre rythme circadien et donc en l'occurrence notre sommeil. Or, lorsque les gens vont, entre guillemets, en vacances, il y a 2 sortes de vacances. Je suis obligée, on revient de vacances. Oui, donc je vais vraiment expliquer les 2 sortes de vacances qu'il y a. Le sens littéral de vacances, c'est se déconnecter du quotidien. Oui, vaquer à d'autres choses. Voilà, c'est vrai, vaquer à d'autres choses. Il y a des vacances où on va, entre guillemets, faire la fête, veiller, bien manger et croquer la vie à pleines dents, si on veut le dire. Seulement, il y a une étude qui a montré, c'était en 2014, d'ailleurs je fais partie de cette étude, qui a montré que les gens qui revenaient de ce genre de vacances, on fait plein d'activités toute la journée et on mange beaucoup et il y a pas on n'est pas régulé, on dort tard, on fait la fête, peu importe. Quand ils reviennent, ils sont encore plus fatigués qu'avant qu'ils ne partent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le taux de cortisol, qui est l'hormone de stress, l'a prouvé. Et très souvent, on entend beaucoup les gens dire en revenant de vacances, j'ai vraiment besoin de prendre des vacances de mes vacances. Et il y a les autres genres de vacances, on va dire, qui sont des vacances régénératrices, où on se ressource. Et donc, c'est de ça dont j'aimerais parler, qu'on appelle aujourd'hui communément des retraites. Okay. Alors, c'était en 2014, j'avais fait une retraite pendant une semaine où on méditait dans la journée entre 2h et 2h30 par jour, pas d'un coup, je vous rassure. Entre 2h et 2h30 par jour, on faisait beaucoup d'exercices, du stretching, de la marche, et puis aussi on nourrissait notre intellect. Donc on apprenait des choses nouvelles. Et puis on était en communauté, et on avait aussi des moments de joie, de danse, et on mangeait vraiment très sainement. Donc c'était pendant 6 jours. Et pendant ces 6 jours, on a pris notre salive pour mesurer le taux de cortisol tous les jours. Et ensuite, on a continué encore pendant 3 mois, à raison d'une fois tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, mais en continuant ce rythme, pas pareil, mais en méditant simplement 2 fois par jour 20 minutes, et en mangeant plus ou moins sainement, et surtout en dormant
maximum à 22h30. Je dis bien maximum 22h30 avec le dernier repas à 19h30. Donc, ne pas dormir pendant 3 heures avant de dormir. Dormir minimum 3 heures après le dernier repas. Voilà. Et donc, dans cette recherche qui est publiée d'ailleurs dans le San Francisco University Medical Journal, on a montré que le taux de cortisol de ces gens qui ont continué à avoir une vie saine mais normale, c'est-à-dire ils travaillaient, ils avaient leur stress quotidien, les enfants à l'école, etc. Ils avaient uniquement 2 fois par jour de la méditation et le reste était exactement pareil. Ils ont gardé quand même le fait de dormir entre 22h et 23h30. Leur taux de cortisol a continué à descendre. Tous leurs marqueurs de leur santé, etc., ont été excellents. Par contre, alors ça qui est extraordinaire, les marqueurs des gens qui ont passé des vacances normales, leur taux de cortisol à l'arrivée de ces vacances, donc eux ils jouaient au golf, ils faisaient des massages, mais ils mangeaient bien, ils faisaient la fête le soir, ils méditaient pas. Ce qui s'est passé, c'est que leur taux de cortisol à l'arrivée, admettons qu'il était de 10, au départ, après une semaine de vacances, il était de 12, et en continuant, il a continué d'augmenter. Donc, ce qui était extraordinaire, c'est qu'après les vacances, il était supérieur à leur arrivée. Vous vous rendez compte ? Oui. Donc, ce qu'on appelle communément des retraites, c'est ce que j'appelle des vacances régénératrices. Oui, et on peut allumer la flamme en soi, en dehors de la pression excessive qu'on souhaite mettre dans des journées pour estimer, entre guillemets, presser au maximum. Quand on se met à soi-même l'obligation d'éprouver des joies intenses, durant les vacances pour compenser une année moins colorée, moins vive, entre guillemets. Ou la fin d'une année moins colorée. Fin d'une année moins colorée, effectivement. On va puiser, disons, dans une certaine énergie et qui aura ces incidences-là, qui sont mesurables. Alors, cortisol, mélatonine, pour ceux qui ne sont pas habitués aux lectures scientifiques sur les effets du stress ou de ces hormones sur le métabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les variations ou les mesures de cortisol et même la production de mélatonine dans le corps. Dina El-Helloul. La cortisol, c'est l'hormone du stress. On la connaît et elle doit être à un certain niveau. C'est-à-dire, on a besoin d'être stressé, d'être stimulé. Okay ? Mais lorsqu'elle est constamment stimulée à des niveaux, ce qu'on appelle des niveaux alarmistes, à ce moment-là, le corps est en ce qu'on appelle fight and flight. C'est-à-dire, il est en mode alarme, urgence, survie constamment. Cela crée énormément de pression physiologique sur le cœur, sur le sucre, sur notre niveau d'insuline, sur tout. Et bien entendu, la pression artérielle, etc. Et aussi cela, malheureusement, a des incidences sur des maladies auto-immunes qui sont chroniques. Aujourd'hui, c'est prouvé. Par contre, pour revenir à la mélatonine, c'est l'hormone qui nous permet de nous endormir. Oui. Aujourd'hui, je sais que parmi nos auditeurs, nous avons probablement une grande majorité qui va être sur son téléphone 5 minutes, entre guillemets, avant de dormir. Okay ? Oui. Et donc, 30% de la population mondiale qui estime avoir de grandes difficultés à s'endormir. De grandes difficultés à s'endormir. Donc, on va prendre de la mélatonine en comprimé. Hein, on le sait, alors que ça doit être quelque chose on va dire de ponctuel. Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de normal de prendre de la mélatonine tous les soirs pour s'endormir. Mais cela n'empêche pas de se réveiller au milieu de la nuit, donc les gens vont prendre du GABA. C'est un aminoacide que notre corps produit naturellement et qui diminue avec l'âge. C'est pas aussi grave que de prendre la mélatonine de manière continue, parce que quand on prend un complément alimentaire de manière continue, on bloque la sécrétion naturelle de cette hormone. Oui. Donc le corps ne travaille plus. Oui, c'est vrai aussi. Il ne fait pas son travail. Alors, pour ceux qui effectivement sont des sportifs ou dans certains domaines, effectivement, qui prennent des compléments,
comme la testostérone, quand on en prend, le corps arrête d'en produire. C'est normal. Donc il faut. Ce qui est extraordinaire, c'est que notre corps est la machine divine la plus formidable. Donc elle se régénère. Il faut comprendre une chose, c'est que tant que nous sommes vivants, toutes nos cellules sont régénératrices, se régénèrent. Donc il n'y a rien qui peut être vraiment permanent. Et sauf bien entendu si on a une hygiène de vie ou qu'on a une maladie auto-immune ou c'est trop tard. Il est toujours possible de se rattraper. Quand on est en retard, on essaie de se rattraper malgré tout. C'est le moment de la respiration musicale. Bon, c'est une introduction. On poursuivra notre émission qui se poursuit, je le rappelle, jusqu'à midi et nous resterons ouverts à l'échange. Ou si vous avez des questions ou des témoignages, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Expert Censure Atlantique jusqu'à midi. Et nous reprenons le fil conducteur de notre émission. Ce matin, nous parlons entre guillemets de médecine préventive, en tout cas de pratiques qui peuvent prévenir un certain nombre de déséquilibres qui apparaissent dans la vie tout court, la vie au travail, la vie de façon générale. Alors nous parlions des vacances et de deux types de vacances, de retraite entre guillemets qu'on se retire du monde habituel pour faire autre chose. Et cette autre chose, effectivement, on peut lui donner deux couleurs qui ont des incidences sensiblement différentes. Mais on parlait effectivement également des hormones et de l'incidence, entre guillemets, de ce qu'on décide de faire de ces vacances sur les hormones ou la production hormonale dans le métabolisme qui a des incidences sur la psyché. Et effectivement, on reprend le travail un peu différemment, si j'entends bien. Mais le rapport avec le rythme circadien, c'est-à-dire se départir, entre guillemets, de cet ordre cyclique auquel on est naturellement sensible et pour lequel on développe une sensibilité de plus en plus faible aujourd'hui, Dina El-Helloub. Quelles sont les incidences que de s'écarter ou de se départir de cette sensibilité au rythme naturel ou au rythme circadien que la science a essayé d'explorer? Le rythme circadien, comme j'ai dit, il est en nous. C'est physiologique. Lorsqu'on va écouter notre corps, lorsqu'on va écouter les besoins de notre corps, qu'on écoute quand même, parce que quand on a envie, quand on a faim, on a faim. Quand on doit aller aux toilettes, on va aux toilettes. Donc notre corps nous donne des messages tout le temps. Okay. Maintenant, quand il y a des perturbateurs, qui peuvent être des perturbateurs hormonaux, endocriniens, ou dus par exemple à un manque de sommeil, dus à un stress particulier, etc., les demandes, on va dire, de notre corps ne vont pas être nécessairement pour notre positif pour nous. Oui. Mais la même chose, par exemple, on dit moi j'arrive pas à m'endormir le soir, moi je suis une personne du soir. Non, personne n'est une personne du soir, ça n'existe pas. Oui. La nature fait ça, que... c'est des identifications qu'on s'attribue ou des décorations entre guillemets. On veut se percevoir d'une certaine façon, Dina El-Helloub. Et on disait le rythme circadien, c'est d'abord se caler par rapport au sommeil, ou entre guillemets par rapport au soleil. Au soleil. Par rapport au soleil. Oui. C'est pas par rapport au sommeil. Le sommeil se cale par rapport au soleil. Oui. Ok. Et en tous les cas, nous dans notre région. Okay. Nous ne vivons pas au pôle Nord ni au pôle Sud. Donc dans notre région, nous avons quand même... Nous sommes bien heureux. Bien heureux parce que nous avons beaucoup de soleil. Et le soleil est un vrai médicament seulement lorsque nous sommes toujours enfermés entre quatre murs et que nous sommes, au lieu de regarder la lumière du soleil, on regarde des lumières artificielles, ça va perturber. C'est naturel. Oui. Ce qui perturbe cette sensibilité à ces rythmes, c'est peut-être aussi ce qu'on qualifie dans certaines traditions. Il y a des aliments aussi. La caféine, par exemple. Absolument. La théine. Au Maroc, on boit énormément de thé. Oui, il y a une carte du globe qui sépare les pays entre ceux qui boivent du thé et ceux qui boivent essentiellement du café. Nous, on fait partie, en effet, des grands buveurs de thé, et même dans certaines villes du royaume, dans les cafés. Dans certains cafés, je pense à Mgoun,
pour trouver du café, c'est pas aussi évident que ce qu'on imagine dans d'autres villes. Oui. Donc on est de grands buveurs de thé, Dina El Hello. Et il y a aussi un certain nombre d'aliments qui sont qualifiés comme étant agitateurs et qui ont des incidences sur notre perception ou notre sensibilité par rapport à ces nécessités cycliques ou à ce rythme circadien dont nous parlons ce matin. C'est pour ça qu'on va dire, par exemple, si on donne à un petit enfant qui n'a pas encore eu de perturbateur, un thé à 16h ou à 17h ou à 18h, il ne dormira pas le soir. Par contre, nous allons voir la plupart des adultes qui vont terminer leur dîner en prenant un thé, vert ou noir, peu importe, okay, et qui vont pouvoir s'endormir. Donc le corps s'habitue, le corps crée des habitudes, des résistances à certains aliments, et donc le corps va s'adapter. On s'adapte à tout, mais à quel prix ? Là est la question. Oui. À quel prix ? Le prix, c'est cette identification. On se dit, nous sommes une personne du soir, et sans voir que dans nos habitudes qu'on a adoptées, il y a ce qui va nous rendre insensibles ou tout simplement à ces cycles. À ce cycle circadien Dina El Hello. Mais ça se paye. Il y a un prix. Il y a un prix pour toute chose. Il y a un prix pour toute chose. Oui. Et maintenant, la question à se poser, c'est quel est le prix, à quel point, enfin jusqu'où je veux aller, jusqu'où je peux aller. Et en général, ce qui se passe, c'est que dès qu'on a un problème de santé, on va dire entre guillemets, qui va requérir médicaments, médecins ou parfois même, comme j'ai dit, maladie auto-immune, et à ce moment-là, on fait marche arrière. C'est souvent un peu trop tard. Oui. Donc moi, je suis une grande partisane de la prévention. C'est-à-dire, je dis qu'il ne faut pas... Parfois, c'est OK de faire des écarts. Notre corps peut les supporter. De faire des écarts pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois, parfois même quelques mois. Mais revenir à la nature et au respect des besoins de notre physiologie est fondamental pour avoir une bonne santé à long terme. Aujourd'hui, on ne parle pas de la durée de vie, on parle de la durée de la santé. Okay. Parce que vivre longtemps avec les dernières années en souffrance, je pense que aucune personne parmi nous, nos auditeurs ou qui que ce soit, le souhaite pour lui ou pour un proche. Oui. D'accord ? Donc, la prévention, arrivée spécifiquement à un certain âge, moi je dirais à partir de 35, 40, 45, est très importante. Oui. Parce qu'avant, le corps peut énormément supporter. Okay. Mais à partir de 45, on ne va pas récupérer de la même manière que lorsqu'on avait 25, si on fait une nuit blanche, si on va être stressé pendant 3-4 jours, etc. Le corps ne peut pas récupérer de la même manière, sauf si nous avons 75% de notre hygiène de vie qui soutient notre physiologie et en l'occurrence notre rythme circadien. Oui. Alors le rythme circadien, c'est un des éléments. C'est un des éléments. Absolument. Et on souhaitait un peu braquer le regard sur cet aspect-là ce matin, puisque c'est un sujet inédit et sur lequel il y a une littérature qui me semblait intéressante. Mais c'est se caler par rapport au rythme du soleil. Alors, c'est dormir à une certaine heure, c'est être sensible au fait que son corps est plus disposé à faire certaines activités à certaines heures de la journée. Dina El Hello, également. Alors, c'est pas... Par exemple, on est en même temps chacun très différent, mais que quelqu'un dise moi je suis du matin et toi tu es du soir, non, c'est pas vrai. Tout le monde a un rythme circadien, et donc si nous sommes en équilibre, lorsqu'il commence à faire nuit, les lumières commencent à s'éteindre extérieurement, et elles commencent à s'éteindre intérieurement aussi. Il ne faut pas aussi oublier que nos organes suivent un rythme circadien. Ça, effectivement, on le sait moins. C'est-à-dire qu'on arrête le processus de digestion à partir d'une certaine heure. Voilà. Et puis aussi, il y a un processus de détoxification qui commence à une certaine heure. Le foie travaille entre 2h et 4h du matin. Donc il faut que le processus de digestion soit déjà terminé depuis 3 heures. Ah oui, les commandes avant 3 heures, ça a des incidences sur le lendemain. On n'y est peut-être pas sensible, mais... Si, on y est sensible. Je vais vous dire un truc très très simple. On y est tous sensibles, mais ça n'arrive pas nécessairement à émerger au niveau de la conscience. On y est sensible parce que ça a des incidences. Mais au niveau de la conscience,
on peut décider de ne pas observer ce qui nous arrive. Ça s'appelle traditionnellement le déni. Écoutez, je vais vous dire une chose très simple que je dis à tout le monde en général. Oui. Je dis, si on prend un bon tagine, qu'on le mange. Heureusement qu'on cite cet exemple avant midi. L'exo parce que c'est vendredi. Oui. Et qu'on le mange à 22h, je peux vous garantir qu'il y aura des cauchemars dans la nuit. C'est une garantie. Okay. Maintenant, si on le mange, ou à 22h, ou à 23h, ou à minuit, peu importe. Là, c'est encore gentil comme exemple, parce qu'il y a une publicité très agressive de certaines plateformes qui livrent certaines choses qui sont sensiblement moins bonnes pour la santé. Oui, les burgers, par exemple. Oui, moins digestes. Encore moins digestes, voilà. Alors voilà. Il y a toujours pire dans le pire. Voilà, il y a toujours pire dans le pire, absolument. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, le foie ne peut pas travailler à 2h du matin. Donc ça marche pas. Donc on va se réveiller, comme on dit, fatigué, lourd. Oui. On va doubler la dose de café le matin. On va doubler la dose de café le matin, comme tu dis, et ensuite, ou de thé, c'est pareil. Et ensuite, on rentre dans ce cercle vicieux et le corps va tout faire pour s'adapter, mais l'homéostasie n'a plus, l'autorégulation ne peut plus se faire de manière aussi efficace et aussi naturelle. Oui, mais l'homéostasie, alors, encore une fois, qu'est-ce que c'est ? L'homéostasie, c'est l'autorégulation. C'est comme on dit en anglais, self-regulation. L'homéostasie, c'est quand tous les organes, à l'intérieur physiologiquement, travaillent de manière à se... il y a une corrélation, il y a une corrélation et une accordance, un alignement pour un travail optimal de notre physiologie. Mais c'est pas possible quand moi je vais donner un burger ou un tagine à 10h du soir ou à 11h du soir, ça peut pas marcher. Il y a un blocage, il va y avoir des blocages. À 1h du matin, c'est encore une autre paire de manches. Je ne sais pas s'il y en a que à 1h du matin, mais apparemment tu as l'air de dire qu'il y en a. Les possibilités sont infinies. Ah oui, bien entendu. 10h44, nous on essaie de s'accorder par rapport, je le disais, au rythme de notre émission. Il nous reste encore un peu plus d'une heure pour effectivement essayer d'éclairer les problématiques qui nous intéressent ce matin. Et nous resterons toujours ouverts à l'échange dans cette émission au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité Dina El-Helloul, qui est coach holistique et de savoir est transversal. Donc il y a des passerelles entre toutes choses. Nous parlons ce matin du rythme circadien et c'est quelque chose qui intéresse la science moderne, mais c'est quelque chose qui intéressait les sagesses ancestrales également. Alors, je le disais, pour essayer de définir plus en détail de quoi il s'agit quand on parle de rythme circadien, il y a le sommeil, il y a la digestion, il y a, les énergies différentes qu'on a durant la journée. Il y a des activités qu'il est préférable, pour lesquelles il est préférable d'opter le matin et d'autres qu'il est préférable de programmer un peu plus l'après-midi. Et ça, également, la science le documente aujourd'hui, Al-Helloul. La nourriture, nos repas, c'est primordial. Et d'ailleurs, même dans notre sagesse ancestrale musulmane, on dit toujours qu'il faut manger un bon petit déjeuner, un bon déjeuner et très très peu le soir. Et la science ancestrale, qu'elle soit ayurvédique ou chinoise, dit exactement la même chose. Et pourquoi le repas le plus important doit être celui de midi ? Parce que c'est lorsque le soleil est au zénith, entre midi et 14h bien entendu. Et donc c'est là, lorsque le soleil est au zénith, c'est là où notre système digestif est à son optimal. C'est le moment de prendre le repas le plus important. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir ou vouloir prendre le repas le plus important à cette heure-ci. Mais c'est ce qui est préférable pour tout le monde. Toutefois, il y a certaines personnes qui vont dire « moi, je ne prends pas de petit déjeuner » ou d'autres qui vont dire « moi, je préfère un bon petit déjeuner et un bon dîner ». Pourquoi, en réalité, on va dire ça ? C'est parce que leur mode de vie le demande. Parce qu'il est très dur de rentrer chez soi comme avant, de prendre son bon repas, même de faire une sieste. Voilà.
Et donc on est programmé de cette manière. Parce que si on prend un repas consistant, l'après-midi, il est plus difficile d'être éveillé si son activité requiert davantage de sollicitation du mental ou de l'intellect de façon générale. La digestion, c'est un processus qui est extrêmement demandeur en énergie dans le corps. Alors on essaye de faire en sorte... qu'est-ce qu'on digère. Oh oui. Voilà. Si on va digérer énormément de fritures ou de pain. On s'en débarrasse plus difficilement. Non, ou de pain. Oui. Le pain est très lourd et c'est surtout le sucre et la farine qui sont très difficiles, très lentes. Très longue à digérer. Oh, et donc c'est plus encore. Oui. Mais non, mais c'est vrai, la friture, le sucre et tout ce qui est farineux va nous faire sentir très fatigués après. Ah oui. On se sent fatigué. Les cours de physique-chimie après un couscous du vendredi, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, ça n'a jamais fait recette. Donc tout un chacun. Surtout que c'était un moment où, dans les années de scolarité, rares sont ceux qui, au collège ou au lycée, prennent du café. Donc on est encore plus sensible. Ouais. On est encore plus sensible à ces rythmes-là, à ces moments de la vie. Mais quand je dis un repas important, c'est là où il faut manger ses protéines. Si on mange des protéines animales, il faut les manger de préférence avant 14h. Après 14h, elles sont très très mal digérées. D'abord. Bien sûr, le pain limité, ne pas trop en prendre et éviter le soir. Le pain, c'est beaucoup mieux le matin parce que c'est un sucre lent. Il prend du temps, donc ça va nous donner l'énergie pour travailler le matin, mais pas si on l'associe avec du sucre. Parce que pain et sucre, c'est pas une bonne combinaison. Par contre, pain et salé, ça va. Donc, voilà, c'est donc je vais pas rentrer dans la nutrition et rentrer là-dedans. C'est un autre sujet pour lequel... mais je le dis en passant. Okay. Et qu'est-ce qui nous fatigue, qu'est-ce qui nous éloigne de notre rythme circadien, c'est aussi la qualité de ce que l'on mange. Pas l'heure à laquelle on la mange, la qualité de ce que l'on mange va énormément éloigner notre corps et notre physiologie de sa nature première, qui est le respect du cycle circadien. C'est-à-dire, il faut aussi dire que le cycle circadien n'est pas seulement les 24 heures, et c'est aussi saisonnier, mais c'est aussi saisonnier en l'être humain. Nous avons notre propre cycle circadien. Ça, on va y venir. Ouais. Mais il y a aussi notre rythmique. La prière est également en fonction du cycle circadien. Du cycle circadien, mais en fonction aussi de la position du soleil. Ne pas oublier que nous sommes un satellite du soleil. Donc voilà. L'essentiel de l'énergie terrestre du soleil. Absolument. Et notre Terre tourne autour du soleil. Donc il doit y avoir cet alignement. Il existe en nous de manière naturelle. On voit bien qu'il n'y a pas des fleurs qui vont éclore à 3 heures du matin. Les fleurs qui s'ouvrent la journée, elles ne vont pas décider de prendre du café pour montrer leur beauté à 3 heures du matin. Non, elles le font à 6 heures du matin. Oui, bon. Voilà. Et s'en écarter, effectivement, ça a un prix. Et seulement les nécessités de la vie d'aujourd'hui font que on décide de payer ce prix. Et ça peut aller jusqu'à certaines des extrémités. On ne sait pas bien identifier au niveau de sa conscience clairement, ce qui fait qu'on sent en soi une forme de dérèglement, Dina El-Hello. Et ça, on peut l'observer quand on prend le temps de porter un regard parfois extérieur à celui qui fait part d'une détresse. Et ça, on va y venir aux maladies du siècle, entre guillemets, un peu plus tardivement, mais le rythme circadien, c'est aussi les saisons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque saison a son rythme. Oui. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que le soleil, la journée n'a pas le même... n'est pas pareil selon les saisons. Donc, même ce qu'on mange ne doit pas être pareil selon les saisons. D'accord ? Oui. Et notre corps ne réagit pas de la même manière selon les saisons. Donc, il y a un rythme circadien. Là, nous passons, par exemple, nous rentrons dans l'automne, la semaine prochaine. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le rythme circadien, ça veut dire que nous allons ralentir.
et c'est une période de transition pour notre corps. Il va devoir s'adapter. Donc c'est le moment, par exemple, où on va entre guillemets, se nettoyer. Nos ancêtres faisaient on va dire des nettoyages à l'époque. Je me souviens, ma grand-mère, elle disait toujours l'huile de... C'est l'huile de foie de morue, je crois, ou l'huile de... qu'on dit en anglais castor oil, l'huile de ricin, par exemple. Voilà, l'huile de ricin ou l'huile de foie de morue permet un nettoyage. Okay. Pourquoi ? Parce que ça nous prépare pour la prochaine saison. Oui. Il faut aller voir les recettes de nos grands-mères. Ah mais inconsciemment, quand on a une forme de sensibilité à cela, parfois même de façon intuitive et non consciente, inconsciemment, on peut sentir en soi la volonté ou des inclinations différentes, même par rapport à nos préférences alimentaires. On voit que ceux qui ont cette sensibilité-là, à cet ordre ou à ce cycle, vont naturellement changer ou préférer un certain type d'alimentation pendant l'été, un certain autre type d'alimentation pendant l'automne ou l'hiver, et un certain autre type d'alimentation pendant le printemps. Et ça... C'est très bizarre ce que tu dis, parce que ça me rappelle quelque chose. En général, je ne prends pas de petit déjeuner, mais dès que l'hiver est là, j'ai vraiment besoin d'un petit déjeuner. Voilà. C'est instinctif. Instinctif, oui. Mais tout ce qui est agissant en nous ne remonte pas nécessairement à la surface. Maintenant, c'est instinctif quand je suis alignée. Oui. Et tu parlais de conscience, je ne sais pas si on a encore le temps. Oui. Je voudrais juste revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, quand on a la conscience de ce qui se passe. C'est que lorsque nous sommes en déséquilibre, même nos pensées sont déséquilibrées, même notre façon de penser ne va pas nous servir nécessairement. Très très important à prendre en compte, que nos humeurs, ce que nous pensons, nos idées, vont être affectées directement par notre niveau de stress ou notre mauvais alignement circadien. Quand on se réveille fatigué, quand on va s'énerver, plus rapidement on va être irritable. Quand on se sent toujours fatigué, quand on a la trentaine, effectivement, il y a quelque part, il faut traquer ou disons aiguiser son regard sur soi-même pour voir ce qui déroge. Mais c'est très dur d'aiguiser son regard sur soi-même, parce que c'est là où on a besoin d'aide en réalité. Il faut aller chercher de l'aide quand on n'arrive pas à trouver les solutions en soi. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déséquilibre dans notre façon de penser à la base. Il faut essayer de ne pas s'adresser à l'idiot du village, plutôt à celui qui porte la casquette inverse. Alors, le temps qui nous est imparti pour cette première heure s'est écoulé. On va reprendre la suite de notre émission dans quelques instants. Et ceux qui, bien entendu, ont des avis ou des témoignages, n'hésitez pas à les faire entendre traditionnellement au 05 22 95 36 70 ou 80. Sur Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Nous sommes avec notre invité, Dina El-Helou, qui est coach holistique. Et c'est vrai que quand on évoque le rythme circadien, c'est développer une sensibilité par rapport à un certain nombre de choses qui sont extrêmement variées. Nous parlons du sommeil, de la nutrition, qui a une incidence sur ce rythme-là, mais il y a aussi, même de façon un peu plus subtile, les saisons, et même durant une même journée, quand on observe les niveaux d'optimisation qu'on peut établir en essayant de se caler plutôt à ce rythme circadien, on observe par exemple que pour ce qui est des activités musculaires, le corps est à son optimum à 17 heures. Pour ce qui est des activités d'ordre intellectuel, c'est entre 10 heures et midi. Et c'est observable, scientifiquement parlant, Dina El-Helou. C'est un peu plus subtil, mais ce sont effectivement des moments de la journée auxquels le corps, durant lesquels plutôt le corps fonctionne de façon optimale pour certaines choses. Absolument, c'est comme quand on parlait il y a quelques minutes du fonctionnement de certains organes selon certains horaires de la journée. Production aussi hormonale à certains horaires de la journée ou de la nuit. Absolument. Mais pour revenir à ce que tu dis, par exemple, il y a certaines personnes qui ont du mal à faire leur sport, enfin qui préfèrent faire leur sport le matin tôt. Oui. Et d'autres qui vont le faire plus le soir. Alors ça dépend aussi du sexe. Les femmes sont très différentes des hommes.
Ça dépend aussi, si on rentre dans les détails des constitutions corps-esprit qu'on appelle dans la science ancestrale de l'Ayurveda, ce qu'on appelle les doshas. Donc ça dépend de ta constitution et en même temps aussi de ton mode de vie aujourd'hui, parce que l'épigénétique le prouve, ce qu'on fait affecte directement nos gènes et notre façon de penser, de vivre, etc. Donc, moi, je pars toujours du principe que chaque personne est unique et qu'il n'y a aucune approche standardisée. Par contre, la seule que je dirais qui pourrait standardiser, c'est le cycle circadien. C'est-à-dire, pour faire simple, il y a des moments pour dormir et des moments pour être réveillé. Et aujourd'hui, de plus en plus de médecins se focalisent sur le sommeil. J'aimerais vraiment insister là-dessus, parce que le sommeil est notre indicateur principal de notre santé et de notre hygiène de vie. Un sommeil perturbé, un sommeil qui n'est pas régulier, un sommeil entrecoupé, un sommeil où on a des difficultés à s'endormir, ou alors lorsqu'on se réveille fatigué, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment très très important. C'est une alarme. C'est une alarme incroyable. Aujourd'hui, il y a des retraites sur le sommeil. Ouais. Il y a des séminaires sur le sommeil. Il y a des incongruités pour certaines personnes, même il y a des retraites de silence. On en a parlé une fois. Je sais que c'est ma spécialité. Oui. Mais le sommeil est très très important. Et d'ailleurs, j'ai reçu encore hier ou avant-hier un email d'une de mes anciens profs avec laquelle j'avais étudié lors de mes formations aux États-Unis, qui fait tout un séminaire sur le sommeil. Et pour comprendre quel sommeil, comment arriver au sommeil et quel sommeil va le mieux nous convenir, et surtout comment dormir, optimiser. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un rituel pour l'endormissement. Et crois-moi, le rituel, c'est pas scroller sur son téléphone. Ça, je le dis d'avance. Ça c'est effectivement. Et la deuxième chose aussi, c'est l'anti-rituel, si. C'est l'anti-rituel, ouais. Oui. Et la deuxième chose aussi, c'est posez-vous la question, comment vous vous réveillez le matin ? Comment on se réveille le matin ? Le signe d'une bonne santé est au réveil. C'est-à-dire se réveiller avec l'envie de faire des choses. Oui, quand on se réveille avec l'envie de vivre sa journée, c'est autre chose. C'est déjà quelque chose. Que de ne pas envie de se réveiller, parce qu'on veut prolonger cette phase de repos qu'est le sommeil, ou cette phase de vie, parce que le rêve a ceci de miraculeux, qui crée parfois des intensités qu'il essaie de corriger des déséquilibres qu'on a dans l'existence. Une vie terne, disons, ce qu'on peut observer dans une vie qu'on va juger soi-même terne, on va constater beaucoup plus d'intensité ou de vivacité dans les rêves. Donc on aura envie de prolonger le sommeil, de dormir plus, d'avoir tout l'inverse. Ou l'inverse. Une vie trop active, une vie où on est sollicité, une vie où on est fatigué, on n'arrête pas. On se dépense énormément pendant la journée. Voilà. Effectivement, le rêve va être un échappatoire. Si on note tous les matins les rêves qu'on fait, on verra que tendanciellement, dans le rêve, il y a une forme de correction ou d'indication. Moi, je note mes rêves tous les matins depuis 20 ans. Ah oui. Je me souviens de tous mes rêves sans exception et en détail. Ah, mais Et j'adore parce que mes rêves me donnent énormément d'indications sur là où je suis dans ma vie. C'est comme être mon propre thérapeute, mon propre coach. Donc, il y a une interprétation qui est très particulière des rêves. Il est toujours possible d'aiguiser son regard sur soi-même. Absolument. Mais sincèrement, le plus important, c'est comment vous réveillez le matin. Posez-vous la question. Et la dernière chose que je vais dire là-dessus, c'est éviter de vous réveiller avec un réveil. Il n'y a rien de pire. Bah oui, on se réveille sous l'injonction de quelque chose. C'est pas quelque tout à chose fait d'externe. Alors qu'il suffit très simplement de dire, avant de dormir, demain, je vais me réveiller à 6h. 6h moins 5, on ouvre les yeux. Sauf si on est en dissonance. Oui. Si on est angoissé, on va se réveiller à 4h, à 4h30, à 5h, à 5h30. Je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais la sensibilité aux horaires est presque instinctive.
Et en l'occurrence, notre émission est rythmée. Ce n'est pas le rythme circadien, mais c'est le rythme de la programmation de notre émission qui est rythmée de musique aussi, qui impulse à notre rythmique. Et bien entendu, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Avec Badr Saoudi. On ne dit plus. Oui, le vocabulaire est porteur de sens, Dina El Hello, et il en est des mots qui sont extrêmement connotés. Mais pour reprendre le fil conducteur de notre émission, nous parlons des rythmes circadiens, et c'est une sensibilité qui est en nous. Mais le prix qu'on paye, entre guillemets, que de s'écarter de cette sensibilité, parce que des fois il y a des nécessités de la vie, il y a un certain nombre il faut délivrer, entre guillemets, au travail, il y a des attentes, il y a une exigence, il y a une pression qui est accrue, et donc le corps essaie, ou dans notre expérience, on essaie d'instaurer des habitudes ou des plis qui vont nous permettre, entre guillemets, de réduire le risque d'être moins présent à ces obligations-là. Et effectivement, le prix peut-être se paye parfois en santé, ou en maladie, ou sur le long terme. Et ce qu'on observe peu quand on fait le choix de répondre aux nécessités, aux injonctions, ou aux obligations qu'on s'impose à soi-même. Et quand on est en consultation ou quand on exerce ces métiers-là qui consistent, entre guillemets, à aider les uns et les autres à essayer de mieux s'observer pour répondre mieux en mieux aux besoins qui sont les siens. À ce moment-là, on peut voir que des conséquences sont XXL et qu'on ne situe pas la racine des problèmes là où elle se trouve, Dina El Hello. Dans l'approche, on va dire, de régulation ou de guérison, il y a deux voies. Il y a la voie de traiter les symptômes ou de traiter la cause. Voilà. Donc, tu voulais dire quelque chose ? Oui, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, ce que vous disiez en parlant de prévention. Et quand on constate un mal, on va prendre des médicaments, mais c'est traiter une urgence, dont la racine est parfois ailleurs. Absolument, et la racine est toujours quelque part somatique. C'est comme ça. Parce que nous ne sommes pas un corps, nous sommes un esprit et un corps. Donc c'est pour ça que c'est une approche, que je parle toujours d'une approche holistique. On ne peut pas juste traiter le corps, on ne peut pas juste traiter le mental. C'est impossible. Et puis il y a aussi l'historique, il y a les conditionnements, il y a les croyances. Et ceux-là sont enfouis dans notre inconscient. Donc éveiller notre inconscient, ou plutôt se donner la clé d'ouvrir ce que j'appelle cette boîte de Pandore, parce que c'est une vraie boîte de Pandore pour tout le monde, hein. Il y a énormément de prise de conscience, et à ce moment-là, on commence à faire des petits ajustements qui vont nous mener vers cet alignement, si on le désire. Mais ça demande du travail, ça demande d'engagement, et ça demande une responsabilité de soi. Une responsabilité de soi-même. Mais excuse-moi, et traditionnellement, on a envie de donner cette responsabilité à autrui. Hein. C'est comme quand on va chez le médecin. Oui. Je vais mal, donne-moi une pilule, je vais aller bien, parce que c'est ta responsabilité de me guérir. Point barre. Et on parlait de guidance, mais on cherche quelquefois. C'était le rôle des prophètes, mais c'est le rôle aussi dans des petites communautés de des ceux sages. Des anciens. Des anciens, oui. Et cette sagesse réside chez les anciens de par leur expérience de vie et de par tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils ont observé autour d'eux. J'espère encore que nous avons dans notre culture, en tous les cas dans notre pays, ce respect envers la sagesse des anciens. Je pense que nous l'avons encore, grâce à Dieu. Et parce qu'on n'est pas en train de les mettre dans des entre guillemets EHPAD, comme ils disent en France. On s'occupe d'eux, on les respecte, on prend soin d'eux, parce que c'est une source extraordinaire de sagesse et de guidance. Et quand on voit nos anciens, ils s'alignent vers leur rythme circadien. Quand ils ont cette chance, ils ont cette chance de vivre longtemps en bonne santé. Oui. Et moi, j'ai eu le privilège d'en connaître, dont mon père.
il s'alignait énormément à son rythme circadien. Parfois, il se mettait au lit à 20h30, il avait déjà plus de 80 ans. Oui, et je me souviens, il se réveillait à quelle heure? 5h30, 6h. Mais mon père s'est toujours réveillé à 5h30 depuis que j'ai ouvert les yeux. Pourquoi? Parce qu'il est aligné de manière naturelle. Et je pense que c'est ce qu'il a gardé longtemps aussi. C'était aussi un des plus anciens qui allait à son club de sport à 88 ans. Il allait encore à son club de sport. Je me permets de rendre hommage aussi au grand-père de ma femme qui donne des cours de sport à plus de 90 ans. Magnifique. Voilà. Et qu'il y a encore des personnes qui... Bien sûr, bien sûr. Donc, mais ce sont des gens, vous pouvez voir, qui ont toujours été alignés à leur rythme circadien, qui ont toujours respecté leur corps, qui se sont toujours respectés. Parce que quand on respecte notre corps, la première des choses que l'on respecte, c'est soi. Et quand on se respecte, on respecte l'amana. Ah oui. Parce que on ne s'appartient pas, notre âme ne nous appartient pas. Et donc, ce respect de soi, c'est respecter cette amana que Dieu nous a donnée, qui est d'abord la responsabilité de soi, qu'on a envers nous-mêmes, envers notre santé. Oui, bon, un esprit purement rationnel peut observer cela avec une certaine distance. Pour autant, quand quelqu'un fait face à une détresse, on n'a pas nécessairement le courage d'identifier la cause à sa source. La cause du déséquilibre qu'on constate dans sa vie. Et donc il y a un chemin que celui qui va accompagner la personne qui va faire part d'une forme de détresse qui est la conséquence de ce désalignement, entre guillemets, il y a un chemin à faire. Et c'est un chemin qui consiste à avoir le courage de s'observer, Dina El-Hello, pour ce qu'on est, à un moment de sa propre vie. Par exemple, je suis une personne du soir. Je suis ceci ou cela. Et effectivement, quand on va constater le moment où la personne va avoir besoin d'accompagnement, c'est lorsque, effectivement, la personne est à bout. C'est un excès XXL de stress dans la vie, un burn-out, pour faire le lien avec d'autres thématiques que nous avons abordées. Bon, un certain nombre de déséquilibres. Mais pour retracer, pour voir toutes les petites conséquences des choses, toutes les incidences que nos choix, que nos habitudes peuvent avoir sur notre perception, sur notre psyché, sur notre mental, mais sur notre corps également, c'est un long chemin qu'il s'agit de faire. Et si on veut être sur ce chemin-là, s'il faut peut-être le décrire, ou s'il faut essayer de le faire entrevoir, ça ressemble à quoi que d'être accompagné en ce sens? Pour certains, l'accompagnement va se faire pour revenir sur son chemin à soi, parce que ce que tu parles en réalité, c'est retrouver sa voix. Retrouver sa voix, et puis c'est intéressant parce que dans le mot voix, il y a voix V-O-U-E et voix V-O-U-X. Donc retrouver sa voix, retrouver son authenticité, et puis aussi le faire avec... alors moi j'aime l'expression, je vais la dire en arabe, Ayn al-Rahma. Ok. Oui. Oui. C'est la main là. C'est la main du pendentif. Ah, c'est ce que je porte. C'est pas la main, c'est Allah. Oui. Ah oui. D'accord. Okay. Mais on dirait une main, oui. Oui. Oui, c'est vraiment le faire avec Ayn al-Rahma. Je trouve que le mot est le plus adéquat. Et pour certains, ça va les aider à revenir tout de suite sur leur voix, et en s'appropriant aussi leur voix, V-O-I-X, et ensuite ils vont continuer pendant un petit moment avec certaines personnes, avec la personne qui les accompagne. Pour d'autres, ça va prendre plus de temps parce qu'il y a plus de résistance, il y a plus de mentalisation et de rationalisation par rapport à certaines croyances acquises qui les ont amenés jusque-là. Oui. Donc il y a beaucoup de déconstruction à faire. C'est quel type de résistance qu'on observe dans un esprit? Bon, un esprit, il y a toujours un esprit du temps. C'est vrai. Des préférences ou des chemins qu'on... Du temps, de l'ouaqt. Oui, exactement, du temps. Et chaque période a ses propres résistances ou a ses propres... Oui, parce que c'est un mouvement continuel de va-et-vient. La vie, moi je l'appelle la danse cosmique. Ah oui. Pour moi, c'est une danse cosmique. Okay, parce qu'aucun de nous ne vit sur une île déserte. Ça n'existe pas.
tout seul en tous les cas. Donc il y a des relations à gérer, il y a des relations à comprendre, à maintenir, des relations qui vont être difficiles. Et les plus difficiles, ce sont celles qui vont nous faire le plus avancer sur notre voie à nous. Okay ? C'est comme un muscle. Il ne va se développer que face à la résistance. Et donc, par rapport aux difficultés, aux obstacles que nous rencontrons dans notre vie. Quelles sont les résistances du temps, de ce temps-ci ? Ça peut être, en général, c'est se mettre énormément de pression. En tous les cas, chez nous, les femmes, hier, j'étais avec une amie qui m'a dit quelque chose d'intéressant, qui vit, elle, à 100 à l'heure. Ça a un prix. Oui. Voilà, elle vit à 100 à l'heure, elle a énormément de responsabilités professionnelles, elle a un sens de l'éthique incroyable. Et puis, elle nous a raconté que sa fille lui a dit, et elle vient de faire ses 50 ans, et elle nous a raconté que sa fille lui a dit « Maman, on a besoin de toi, fais attention à toi ». Et donc, ça l'a réveillée. Et avant de partir, elle me dit « J'ai décidé de faire attention à moi, de me prendre en main, d'aller plus doucement, parce que... » Et elle me dit, si jamais tu me vois glisser, tu me ramèneras. En tant que son amie, bien sûr. Et j'ai rigolé, je lui dis, bien sûr, je le ferai. Mais très souvent, on est pris dans un tourbillon et dans des habitudes, parce que l'être humain est un être d'habitude. Okay, et la plupart des habitudes auxquelles on est accroché, ce sont des habitudes qui ne sont pas nécessairement bonnes. Il y en a certaines qui sont bonnes. Si on est accroché à un certain sport particulier qui nous fait du bien, si on est accroché à une hygiène de vie bien, si on est accroché à vivre des moments de qualité, à vivre le moment présent, comme on parlait tout à l'heure avec ton ami Adil, ce sont des bonnes habitudes. Mais on a aussi des mauvaises habitudes. Et il est très dur de s'en défaire parce que ces mauvaises habitudes... On les identifie à soi-même. On les identifie à soi-même et très souvent ce sont des échappatoires. Oh. Alors tu disais tout à l'heure quelque chose d'intéressant, tu disais prendre conscience de soi, savoir s'écouter. S'écouter parfois quand on a un dialogue interne qui n'est pas constructif et qui est critique, qui est fait de critiques par rapport à soi, d'injonctions, de regrets c'est la conséquence du sentiment d'être jugé. Juger soi-même. De se juger, mais c'est souvent le sentiment qu'on a développé enfant d'avoir peur du mauvais jugement qu'on peut avoir sur soi-même, d'être insatisfait de soi-même, de ne pas faire ce qu'il faut, de ne jamais faire ce assez bien. Et assez bien. Et c'est de là que découle parfois ce jugement critique excessif qu'on porte sur soi-même. Oui, donc ce dialogue interne, c'est la personne avec laquelle tu parles le plus, c'est toi, hein, c'est personne d'autre. C'est celui qu'on va entendre bientôt, c'est Karim Droné, qu'on avait annoncé tout à l'heure, 11h30. C'est le moment des actualités. On va se retrouver pour la suite de notre... Dans le rythme circadien. Oui, aujourd'hui seulement. On va te céder la parole et on va se retrouver pour la suite de notre émission des experts. Et bien entendu, ceux qui souhaitent prendre la parole aussi, n'hésitez pas à prendre contact au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts. Ce matin, nous sommes avec Dina El Helloul, qui est coach holistique. Et nous parlions de cette dimension d'accompagnement qui peut accroître la sensibilité ou aiguiser le regard. Et il y a une résistance du temps. Et Dina El Helloul, juste avant de céder la parole à Karim Droné, tu me disais que la résistance qu'on peut observer dans cette ère du temps, pour ce qui est peut-être de cet exemple féminin d'une femme, c'est peut-être le stress, la pression, l'injonction. Les femmes se mettent beaucoup de pression, surtout dans notre culture, parce qu'on a la sensation qu'on doit être parfaite dans tout. Et donc il y a et nous sommes perfectibles, mais la nuance. Voilà. Et en même temps, il faut être au top au travail, il faut être la parfaite maman et être présente, voilà. Et donc c'est énormément de pression qu'on se met. Ceci dit, les hommes aussi se mettent énormément de pression, surtout les jeunes, je m'en rends compte. J'ai jamais cru voir des burn-out chez des jeunes de 30 ans, mais j'en ai vu. Oui. J'ai eu des cas de burn-out chez un monsieur de 28 ans et un autre de 32 ans. C'est quand même énorme.
Donc, les hommes se mettent tout autant de pression de manière différente. Différemment. Elle est tournée vers l'extérieur. Chez les femmes, elle est tous azimuts, entre guillemets, aujourd'hui. Elle est dans tout chez les femmes. C'est vrai que chez les hommes, ça peut être aussi vers... c'est vrai que chez les hommes, c'est plus par rapport à leur travail, à la pression qu'ils vont se mettre, à vouloir être performants. Les hommes ont tendance à aligner leurs valeurs à leur réussite professionnelle. C'est vrai. Plus encore que les femmes, à ce degré de généralité. Mais tu as bien fait de rajouter à ce degré de généralité. Parce qu'on peut observer les grandes lignes. On peut observer des grandes lignes dans les grands nombres. Mais effectivement, les individus peuvent être, entre guillemets, à l'inverse des tendances, des catégories dans lesquelles elles s'inscrivent. Et quand on accompagne quelqu'un, on accompagne une personne. Alors, s'il fallait décrire les chemins qu'il s'agit d'établir, alors, est-ce que ça consiste à faire des exercices ou à avoir des conversations éclairantes? Comment devenir plus sensible? D'abord, on fait un état des lieux. Et c'est pas moi qui le fais, c'est la personne qui le fait. Un état des lieux. Guidé par des questions. Donc, il y aura automatiquement de la réflexion, ce qu'on appelle self-reflection, des questionnements de soi. Donc, souvent, les questions que je pose, les gens n'ont jamais le temps d'y penser. Donc, ils sont obligés d'y réfléchir, de penser à eux de manière différente, avec des angles différents. Donc, ils ne m'apportent pas à moi des réponses seulement. Ils s'apportent à eux des réponses très importantes. Donc, selon ces réponses qu'ils vont donner, on va choisir d'un chemin particulier et aussi établir les priorités sur lesquelles il faut travailler. En général, moi, je travaille toujours... Ma première priorité, c'est toujours la santé. En général, la première question que je pose, c'est comment tu te réveilles après une nuit de sommeil. Et c'est une question que malheureusement très peu de médecins posent. Parce qu'elle est très indicative de l'état des lieux, tout simplement. Parce que selon ta qualité de sommeil, tu vas avoir une certaine qualité de réflexion, de pensée, de prendre des décisions. Oui. Et ensuite, à partir de là... ça nous renseigne sur l'ahma qu'on a vis-à-vis de sommeil. Avec Ayn al-Ahma, bien sûr, absolument. Ouais. Donc Est-ce que je retrouve... C'est un questionnement, donc c'est davantage... De la réflexion. Oui. Voilà, on réfléchit à soi, on prend le temps de penser à des aspects, à des angles de notre vie auxquels on ne pense pas. Oui, mais fort heureusement, il y a toujours des angles morts. Il y a toujours un chemin de découverte. Mais on est tous, comme je dis toujours, on est tous un chantier. On est tous un chantier en progrès. Oui. Sinon, on ne serait pas là. On dit bien le Kamal Oulil. Kamal Oulil. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un chemin de perfectionnement qui est toujours possible. D'amélioration. J'aime pas le mot perfectionnement. Oui, d'amélioration. Oui. Mais cela dit, quand on est à un certain degré d'observation de soi-même, où il y a, disons, divers aspects qu'il s'agit de rectifier, entre guillemets, dans le sens aligné. Alors, il y a l'alimentation, il y a parfois des choix qu'on a pu faire sur lesquels on a des difficultés à revenir. Il y a tellement de... Mais tu sais, Badel, même cette conversation que nous avons, c'est une pression pour les gens. Et j'ai envie d'enlever cette pression-là maintenant. Je vais t'expliquer comment. Déjà, être en amélioration, en chemin de perfectionnement, comme tu as dit il y a 2 minutes, toujours quelque chose à faire, à améliorer, à arranger, c'est très fatigant. Et aujourd'hui, moi je vois dans les réseaux sociaux, dans les lectures, quand on rentre dans une librairie, etc. La floraison de livres, de développement personnel, d'amélioration, qu'est-ce que je peux faire, le réveil à 5 heures, le ceci, la nutrition, c'est fatigant. Même ça, c'est fatigant. Alors, la première des choses, moi, que j'incite les gens à faire, c'est juste d'accepter que c'est OK d'être là où ils sont. Cette acceptation de ce qui existe dans ce moment présent. Comme on dit, tawakkul, pas tawakkul, surrender. Surrender, oui, c'est tawakkul.
de ce moment présent comme il est. Il est OK comme il est. C'est OK si aujourd'hui tu es en burn-out. C'est OK si aujourd'hui tu es fatigué. C'est OK si aujourd'hui tu n'en peux plus. C'est OK si aujourd'hui tu manges mal. C'est OK si aujourd'hui tu dors pas bien. C'est OK si on n'est pas là. Et c'est OK si tu es pas là aujourd'hui. Mais déjà, être dans cette OK avec soi-même, pour moi, hadiya ayn al-rahma. Parce que pour arriver quelque part, il faut d'abord accepter. Non, il faut d'abord accepter d'être OK avec là où je suis maintenant. Pour moi, ça c'est primordial. Bon, sur ce. Je suis désolée, tu as l'air d'avoir. Non, du tout, c'est une invitation, au contraire. C'est une invitation parce que le passé est mort. Donc le passé est mort. L'idée, ce n'est pas d'être tyrannique ou d'être tyrannique dans le jugement qu'on porte sur soi-même pour se donner des bons ou de mauvais points. Ce n'est pas cela l'objectif. C'est simplement être sensible à ce dont on a besoin. Et c'est autre chose. Et c'est cette sensibilité pour les besoins qui sont ancrés en nous qui fait qu'on a davantage envie d'être aligné ou de mieux faire pour soi-même. Mais mieux faire pas pour avoir je ne sais quel bon jugement de qui que ce soit, mais simplement pour se sentir mieux. C'est ce qui est encore autre chose. Mais arriver à se sentir mieux, bien, même dans plus vivant. Même dans mon imperfection du moment, même dans mes écarts, dans ce entre guillemets malaise dans lequel je suis, est déjà un très grand pas en avant. Et donc déjà se poser. Et très souvent, on arrive avec plein de résolutions, plein d'envies. Et puis, je pense qu'il y a tellement... Tu utilises le terme injonction, et c'est un bon terme. On est tout le temps sous l'injonction de faire mieux, d'aller mieux, Parce qu'on situe cette injonction à l'extérieur. Mais quand on se l'approprie. Mais bien entendu. Mais quand on se l'approprie et qu'elle vient de l'extérieur, ce n'est pas tout à fait la même chose que de sentir qu'elle émane de soi-même. Mais pour qu'elle émane de soi-même de manière naturelle, il faut d'abord s'accepter. Oui. Il faut d'abord s'accepter, accepter là où on est. Cela ne veut pas dire se complaire et tomber dans l'autre extrême. Oui, parce que si on s'affaisse, c'est pas possible. Aura de l'amertume dans. Non, et puis on risque de rentrer dans l'apathie aussi. Mais déjà être et puis développer cette vertu, cette qualité que les sages ont, qui est la qualité du discernement, de différenciation par rapport à tout ce qu'on entend qui vient de l'extérieur et aussi de ce qui vient de nous à l'intérieur. Pour moi, le discernement est la vertu ou la qualité la plus importante à cultiver. Parce que c'est elle qui nous permet de faire les bons choix et de prioriser pour notre meilleur. Oui, le discernement, c'est l'anti-brouillard mental. Si tu veux l'appeler comme ça. C'est l'anti-brouillard mental. Et donc, c'est aussi l'art de situer les choses où elles sont. 11h44, c'est le moment de profiter de la respiration musicale. Et on a une dernière partie d'émission qu'on va bien entendu reprendre dans quelques minutes. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec notre invité Dina El-Hellou, qui est coach holistique. Et nous parlons ce matin du rythme circadien. Et c'est le rythme d'une journée, le rythme des saisons. Et ce sont des cycles de la vie auxquels il s'agit parfois d'être un peu plus sensible pour observer moins de déséquilibre dans sa vie. Et on parlait de burn-out. Ce sont des incidences, le stress aigu. Ce sont des incidences parfois de choses très diverses, d'habitudes qu'on adopte sans observer les conséquences qu'elles ont sur notre existence. Oui. Au début, on les adopte, mais après, on en est esclave. Oui, parce qu'on les identifie à soi. Mais pour les observer de l'extérieur, on est parfois aidé.
et pour s'en départir ou s'en détacher, quels sont les chemins à suivre? Alors c'est un questionnement, ça commence par un questionnement si j'entends bien, mais comment est-ce qu'on peut voir qu'on peut se détacher de certaines habitudes qui ont des conséquences néfastes qu'on a citées par exemple? Quels sont les chemins possibles de rémission entre guillemets, ou de resensibilisation, si j'emploie notre... de resensibilisation, je pense, oui. C'est plus adéquat que l'émission. Ben oui. On se remettre. Voilà, on peut se remettre. On peut toujours se remettre. On peut toujours se remettre. On peut toujours aller mieux. Et on peut toujours accepter ce qu'on ne peut pas changer. Juste ce que je disais avant ta respiration musicale. Oui. Accepter ce qui est et puis ensuite faire les choix de ce qu'on veut améliorer, transformer, laisser derrière soi. On est tous en chantier. On est tous en chantier. Ah bah oui. Et laisser derrière soi, il y a des choses pour adopter de nouvelles habitudes, il faut être prêt à abandonner quelque chose. Il faut faire le vide. Si on veut quelque chose de nouveau, il faut vider. On peut pas continuer. C'est comme nos tiroirs. Okay, si j'achète quelque chose de nouveau, il faut que je fasse le vide. Sinon, on devient ce qu'on appelle, je connais pas le terme en français, de hoarder, c'est-à-dire on garde tout. Et ça devient le fouillis autour de nous et dans nos têtes surtout. C'est pour ça que il y a une citation en tout cas, c'est pour ça que j'aime beaucoup quand on fait l'observation que tout fait sens. Quand on observe une situation, un individu ou soi-même, tout fait sens. Tout fait sens. Tout fait sens. Oui. C'est très intéressant parce que quand on va voir une personne qui a l'habitude de se débarrasser de tout, de faire ce qu'on appelle le nettoyage printanier à toutes les saisons. Hein. Oui. Il y en a qui le font toutes les saisons et bravo. Okay. Oui. Qui vont vider, qui vont nettoyer, qui vont donner. Et ben, automatiquement, la nature a horreur du vide. Donc ça va se ré-remplir. Okay. Et donc, c'est pareil pour nous. Quand on décide, quand on va prendre la décision d'abandonner certaines habitudes, eh ben on laisse la place à de nouvelles choses pour qu'elles puissent émerger. Oui. Maintenant, bien sûr, il y a toujours le choix, d'où le discernement dont je parlais tout à l'heure. Quel genre de nouvelles choses? Est-ce que je vais adopter de nouvelles choses qui vont m'être pour soi-même, bénéfiques ou pas? Oui. Pour soi-même, c'est une chose, mais pour qu'une personne puisse d'abord observer, ensuite agir, ou faire en sorte de lui faire entrevoir qu'il y a d'autres chemins possibles. Souvent, on est esclave de certaines des habitudes parce qu'on n'observe pas les choix le choix qui est possible, c'est-à-dire l'hypothétique réalité qui existe, mais que je n'observe pas, de sorte à ce que le lendemain reprenne une bonne partie de ce que j'ai décidé de faire la veille. C'est pour ça que l'accompagnateur va nous donner différents angles de vue. Il y a toujours plusieurs perspectives d'une situation. Il n'y a jamais un angle. Il y en a toujours plusieurs. Il y a plusieurs façons de voir la même chose. Toujours. Okay. C'est comme l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Okay. C'est tout. Oui. Tout est un choix et tout est un choix ou un conditionnement. Ou un choix ou un conditionnement. Si on est libre, c'est un choix. Si on n'est pas libre, on est conditionné de le voir d'une certaine manière. Et donc c'est dans ces conditionnements que les déconstructions se font quand ces conditionnements ne sont pas bénéfiques pour la vie de la personne. D'abord, on peut observer le choix qu'on a et ensuite on peut faire le choix de continuer, entre guillemets, ou observer une force qui nous pousse à rester sur le chemin qui ne nous est pas que bénéfique. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est le discernement. Oui, mais le discernement ne se traduit pas toujours par des actions qui nous sortent d'un conditionnement qui se paie parfois très cher. Alors, comme tu viens de le dire, c'est le prix à payer. Ah oui. Voilà. Et en général, tout a un prix, positif et négatif. Quand je vais faire des choix positifs pour ma vie, je vais en récolter les bienfaits. Donc ça, c'est un prix, c'est un crédit pour moi. Si je fais des choix qui ne sont pas bénéfiques pour moi, je vais payer. C'est comme ça. Donc c'est pareil pour le stress,
c'est mon message en général quand j'accompagne les gens, c'est toujours quel prix êtes-vous prêt à payer? Parce que tout a un prix. Le bon comme le mauvais. Qu'est-ce que je vais récolter? C'est aussi simple que ça. Et c'est pas dans le jugement, attention, c'est pas dans le jugement, c'est juste une des lois de la nature, c'est une des lois de l'univers. Dans certaines traditions, on appelle ça le karma. Je savais que tu allais le dire. Oui, non, mais c'était une invitation du sourire, c'est que de dire les choses quelquefois au même moment. Mais bon, je souhaitais qu'on essaie d'observer aussi en quoi peut consister le chemin qui peut nous rendre un peu plus sensibles aux choses qui peuvent nous faire du bien, parce que encore faut-il observer la possibilité qu'on a de faire autrement, Dina El Hello. Et d'y croire. Le plus important, c'est d'avoir foi en soi. Il faut croire en soi. Et très souvent, les gens perdent espoir parce qu'ils se disent « je ne suis pas capable de ». Je ne suis pas capable, je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas la capacité. Oui, et généralement, pourquoi est-ce que on a ce type d'observation parce que l'effort paraît immense. Non, parce que l'occurrence des échecs qu'on a pu avoir dans sa vie se sont traduites par un tel malheur, un tel désastre émotionnel que l'idée de se dire c'est possible que je puisse avoir confiance en moi-même ou dans les choix avoir que je peux faire. Avoir une conséquence différente de ce que j'ai eu avant. Donc je décide par avance que ça va pas marcher. La seule option ou la seule issue à la possibilité que ça aille mieux, c'est l'échec. Donc j'ai envie de m'éviter le malheur, de souffrir de la possibilité d'un autre échec. J'ai envie d'éviter un autre échec. J'ai envie d'éviter la souffrance d'un autre échec. Oui. C'est pas vrai, les choses ne se répètent pas. Oui, mais parce qu'on n'est pas pareil. On n'est pas les mêmes personnes. Oui, mais les choses ne se répètent pas. C'est très important. Même si on a 3 fois le sentiment on peut avoir 3 fois, 5 fois les mêmes résultats, et la 6e ça marchera, et la 7e marchera. Oui. Ça c'est une des leçons qu'on peut retenir. Alors 11h56 minutes, on peut 3 émissions de suite être en retard, et la 4e rendre l'antenne en temps et en heure. C'est l'heure des actualités, chers auditeurs. La suite de la tranche horaire sera animée par Ahmed Eloua, et les informations nous seront présentées en langue arabe. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.